pouvez avoir en tête, mais ce n'est pas l'objet de la conférence, de dire que pour des enseignants qui travaillent dans des programmes par compétences, la collégialité entre eux, de l'interdépendance dans la formation des étudiants, la continuité de la formation des étudiants, la complémentarité des situations d'apprentissage, tout ça c'est important et il se place ça comme responsabilité sur les épaules. Alors qu'ici, c'est plus fractionné, je peux intervenir dans un semestre, je n'interviens plus par la suite, je ne me pose pas nécessairement les questions de ce qui arrive après aux étudiants, c'est quelqu'un d'autre que moi qui s'occupe de ça. Alors, ce que nous avons fait dans les approches par compétences que nous avons fait ici, c'est de dire, nous allons aller au maximum d'intégration, donc le langage que nous avons eu, là, les gens avec lesquels j'ai travaillé ou les locaux aussi, dire, placez votre curseur pédagogique quelque part ici. Et donc, grâce au soutien IDEA, essayez de mettre le curseur pédagogique le plus loin possible dans l'intégration. On verrait bien que dans ce qui a été développé jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé à mettre le curseur au maximum d'intégration, mais si on me demandait à moi, avez-vous des exemples à donner sur une formation, des lieux qui ont le maximum d'intégration, j'en ai pas. Mais des gens qui ont vraiment poussé leur curseur passablement loin, on en voit à plusieurs exemplaires. Et puis, dans les présentations qui vont suivre aujourd'hui, y compris celle de Mme Maillard, Christelle Maillard qui est là, vous allez voir que, Christelle, je ne vais pas dévoiler ce que tu vas dire, mais je pense qu'elle va dire, elle va tracer l'évolution dans l'histoire, comment le curseur bouge et jusqu'où elle a pu bouger depuis 4 ans, 5 ans. Voilà. Okay. Ça, c'est on avait, moi, je suis... je ne pensais pas que tu allais dire ça, mais je suis un psychologue de l'éducation. Donc, ma préoccupation, c'est vraiment l'apprentissage de l'étudiant. Comment l'étudiant arrive à apprendre d'une manière significative. Puis ça m'intéresse de regarder l'enseignement sous cet angle-là. Donc, les gens avec lesquels j'ai travaillé, de temps en temps, parfois d'une manière assez forte, d'autres fois d'une manière assez légère, on avait en tête un certain nombre d'éléments de base que je vais vous présenter en 5 minutes ou en 8 minutes. Le premier élément de base, c'est que l'apprentissage, c'est un changement permanent. Alors moi, honnêtement, quand quelqu'un me dit, c'est bizarre parce que l'étudiant a suivi des cours de mathématiques, on est en génie, disons, de mathématiques au premier semestre, et au troisième semestre, quand on commence les projets, il les a oubliés. Ma réponse, c'est probablement qu'il ne l'a pas appris. Il a fait autre chose, mais on pourrait poser la question sur la permanence, la pérennité de l'apprentissage. Donc, dans les équipes, moi, régulièrement, je suis revenu, j'ai insisté là-dessus, sur le fait que l'apprentissage, c'est vraiment un changement permanent, c'est quelque chose que l'étudiant a intégré et avec lequel il peut poursuivre ses réflexions, ses résolutions de problèmes, voilà. Et on avait aussi en tête que, c'est moi qui ai apporté ça, cette distinction, mais c'est bien documenté dans les écrits, qu'il y a des structures de formation ou des structures pédagogiques que nous mettons en place et qui incitent, je choisis mon mot, le pas invite, qui incitent les étudiants à faire de l'apprentissage en surface. Donc, les évaluations, par exemple, qui lui demanderaient de redire quelque chose, de cocher dans un questionnaire à choix multiples quelque chose où il n'est pas obligé d'inventer ou de créer la réponse, mais on lui demande de reconnaître quelque chose qu'il est censé avoir entendu ou lu avant, ça n'incite pas tellement l'étudiant à faire de l'apprentissage en profondeur. Donc, dans les équipes, on a toujours eu cette idée que l'étudiant devrait créer le maximum de liens, il devrait créer le maximum de relations, puis je vois Yves Germanier devant moi, là, qui fait un atelier de la cartographie conceptuelle, donc aller en profondeur. Alors on avait ça dans la tête. D'autres principes, c'est l'apprentissage est fortement ancré dans des situations réelles, concrètes ou authentiques.
Donc, dire dans la formation, même dans un premier semestre, amener le maximum, pas d'exemple, le maximum de cas, le maximum de problèmes, le maximum de projets, pour que l'étudiant, ce qu'il est en train d'apprendre, ça ait du sens, mais pas en soi, du sens en lui-même, mais du sens parce que la situation dans laquelle l'apprentissage s'effectue crée le sens. Il lui permet de faire un apprentissage qui est signifiant. Alors, on avait ça dans la tête. Dans la tête aussi l'idée que toutes les situations d'apprentissage qui ne forcent pas l'étudiant à traiter de l'information, mais vraiment à les traiter, là, les analyser, les synthétiser et tout, risquent d'être des situations d'apprentissage où l'étudiant fasse de la surface, n'aille pas en profondeur. Et il y a tout un courant psychologique, psychologie cognitive notamment, qui dit la question qu'est-ce que l'apprentissage? Il répond l'apprentissage, c'est un traitement de l'information. Et l'étudiant, de penser à n'importe quelle activité d'enseignement, l'étudiant qui n'est pas en train de traiter activement de l'information, s'il n'y avait pas de période de questions, je ne le dirais pas. Comme il y a une période de questions, je dirais il n'apprend pas. Il n'est pas dans un contexte qui est favorable à l'apprentissage. Et après ça, l'apprentissage, ça c'est assez important, mais dire l'apprentissage c'est une construction. Alors, si vous avez lu un peu en pédagogie, vous avez vu qu'il y a des gens qui se disent je suis constructiviste ou je suis socio-constructiviste ou quelque chose comme ça. Si on veut aller à l'opposé, on dirait l'étudiant est incapable de photocopier des informations. Alors, supposons que nous étions dans une situation d'apprentissage, on pourrait dire que la personne qui est à la porte là, quand vous allez sortir, c'est pas vrai qu'elle fait ça, mais vous pourrez vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez appris de ces 40 minutes avec Tardif là? Mais si vous n'avez pas vos notes, ça se résume peut-être en 5 points, dont un que je n'ai pas traité. Mais c'est pas grave, parce que ce que vous faites, à partir d'un certain nombre d'éléments, des choses qui sont ici, vous construisez une base de connaissances. Et la sienne ne sont pas, elles se ressemblent, mais c'est pas un clone l'une de l'autre, ou c'est pas une copie conforme l'une de l'autre. Donc avec cette idée, l'apprentissage c'est une construction. Aller beaucoup plus loin, dire que si dans votre enseignement, vous permettez à des étudiants de négocier entre eux, parce qu'ils travaillent en groupe, de coopération par exemple, les connaissances qu'ils sont en train de construire, nice. C'est encore mieux, parce que non seulement c'est une construction personnelle, mais la construction que... Ah voilà, la construction que nous sommes en train de faire, supposons qu'on travaille ensemble, je dois la négocier avec chacun, et donc les connaissances que j'ai construites sont beaucoup plus solides et comme on a fait 300, pour parler comme des gens en administration, évaluation de qualité, on a fait 362 crédits plutôt que de le faire seul dans son coin. Et puis, on a toujours eu l'idée que l'apprentissage, c'est un parcours. C'est important de travailler sur qu'est-ce que l'étudiant connaît déjà et en plus, qu'est-ce qui est dans les prochaines situations d'apprentissage. Et il reste deux éléments, puis ensuite j'arrive aux données concrètes. Donc, on a beaucoup insisté sur le fait aussi que l'apprentissage, c'est une organisation. C'est pas par hasard, enfin je pense pas, je dirais c'est pas par hasard que dans un atelier aujourd'hui, il y a quelque chose sur la cartographie comme outil d'évaluation. Mais on pourrait dire à M. Germany, vous avez probablement en tête des choses comme la cartographie à titre d'outil de construction de la connaissance. Voilà. Mais notre intérêt, c'est de dire pas d'apprentissage en surface, et donc obliger les étudiants à réunir savoir, savoir-faire, savoir-être, si vous parlez comme ça, connaissances théoriques, pratiques, si vous parlez autrement, c'est pas grave. Et puis toujours demander à l'étudiant d'expliciter ce qu'il sait maintenant par rapport à ce qu'il savait avant, de sorte qu'il planifie son parcours. Mais ça, c'est très, très simple à dire. C'est assez complexe à mettre en place. Donc, j'arrive maintenant sur
très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans les projets IDEA, et je ne vais pas détailler tout ce que les projets IDEA ont produit jusqu'à maintenant, mais je dirais que dans la logique, puis là je vais aller rapidement, dans la logique de ces principes qu'on avait, moi je trouve que chacun des projets, mais c'est à géométrie variable, on a réussi à inscrire la formation dans une logique de parcours. Mais la logique de parcours, ne vous méprenez pas sur le sens de ce mot-là. Ça veut dire les enseignants qui interviennent dans le deuxième semestre sont conscients, mais vraiment, là, de ce que les étudiants ont appris dans le premier, et ils sont conscients aussi de ce qui se produira dans le troisième, de sorte qu'ils ne sont pas un accident de parcours, mais ils sont des gens qui ajoutent quelque chose à la construction de la connaissance. Donc on a beaucoup travaillé dans cette logique-là, et puis vous allez voir, il y a des gens qui parlent de portfolio, d'évaluation, de dossier d'apprentissage. On a placé l'étudiant au centre, mais ça ne veut pas dire beaucoup de choses. Ça, c'est important, je me permets d'insister un peu plus. Moi, quand j'entends, par exemple, vous vous souvenez, là, on peut distinguer deux catégories de programmes, les programmes par compétences ou par objectif ou discipline. Alors, quand on pose la question, est-ce qu'il faut créer une base de connaissances théoriques avant que l'étudiant puisse agir? Ma réponse est non. Alors, la question suivante, c'est mais comment fait-on? Puis ça, vous verrez dans les projets, c'est de dire apporter à l'étudiant, mettez-le dès la première semaine du premier semestre devant la complexité. Parce que si vous faites une construction du plus simple au un peu plus complexe, probablement quand vous allez arriver au bout du quatrième semestre, l'étudiant va avoir oublié ce qui s'est passé au premier. Parce que ce n'est pas intégré dans un ensemble. Donc, je dirais que dans les projets que je regarde maintenant, il y a beaucoup plus de complexité dans les programmes, dans la démarche que ce que je voyais initialement, encore là, à géométrie variable. Et tout ça dans une logique, je reprends ça ici, dans une logique de parcours. C'est-à-dire à l'étudiant, tu étais là, on va essayer les progrès que nous avons faits et maintenant on poursuit le cheminement. Trois autres choses que je voudrais ajouter. Donc, obliger l'étudiant, mais le mot contraindre est un mot choisi consciemment. L'étudiant a toujours faire des liens entre les compétences et les connaissances. Je reviendrai donc sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure en disant est-ce que c'est utile de créer des bases de connaissances durant 2 semestres ou 3 semestres avant que l'étudiant puisse agir, donc commencer à développer des compétences. Si on faisait ça, les liens, pour un étudiant, là, les liens synergiques et complémentaires entre compétences et connaissances, il ne les voit pas, mais il y a vraiment personne qui lui a donné la chance de les voir dans la formation. Donc, ça pose toujours la question, le degré de complexité des situations d'apprentissage. Et moi, je dirais ce lien entre compétences et connaissances. Puis écoutez les gens qui vont faire la présentation de leur projet et tout, et vous pouvez avoir cette grille de lecture-là en tête. Bon, parce que l'étudiant est en action, l'obliger à réfléchir sur l'action, il y a toujours cette idée de réflexivité ou d'auto-évaluation, quelque chose comme ça. Et encore là, un mot choisi, imposer, obliger, imposer à l'étudiant d'expliciter les apprentissages qui lui permettent de faire maintenant ce qu'il est capable de faire et qu'il ne pouvait pas faire avant. Si on donnait peu de temps à quelqu'un, à moi, pour faire essayer de définir qu'est-ce qu'une approche par compétence, si j'avais 3 minutes, moi je dirais, OK, on demande toujours, on a toujours dans la tête que la formation c'est un parcours et qu'on ne peut jamais ignorer que ce que l'étudiant ajoute dans son parcours, ce qu'il construit comme apprentissage, c'est quelque chose dont moi, comme enseignant, je peux m'apercevoir, mais le plus important, c'est que lui s'en aperçoive.
Mais je veux non seulement qu'il s'en aperçoive, je lui demande de l'expliciter. Donc, ce serait de dire, quand tu mets en œuvre cette compétence qui est, supposons, un diagnostic dans le domaine de la santé ou une conception de quelque chose dans le domaine de l'ingénierie ou de l'architecture, ça serait de dire sur quelle base de connaissances fais-tu cette proposition de conception. Et donc, c'est pas, juste pour mettre ça d'une manière un peu caricaturale, c'est pas dans la logique de ce qu'on fait maintenant, de dire on va faire un test, puis l'étudiant va nous dire ce qu'il sait, et après il va faire quelque chose. C'est de dire à l'étudiant, fais quelque chose, et après ça, après l'avoir fait, je m'intéresse à ta base de connaissances, explicite-la, et mets-les dans le contexte, et surtout parle-moi de l'évolution ou du parcours. Je regarde là parce que la personne qui contrôle mon temps est là. Alors, je dirais que qu'est-ce que les gens, les équipes ont fait d'une manière très concrète, là, ça existe et vous allez le voir. Donc, tout le monde a développé un référentiel de compétences. Alors ça, on pourrait dire, ça y est, les gens pourraient tous vous montrer un référentiel de compétences. Et moi, je suis très, très, très content. Généralement, je suis content, ça prend beaucoup de choses pour me rendre content. Donc, je suis très content parce que la majorité des gens, sinon tous les gens, ont défini des trajectoires de développement. Alors, pour éviter qu'on trébuche sur les concepts, mettez le mot parcours à la place. C'est-à-dire, donc, la question posée aux équipes, c'est de dire, au terme de la première année, mais étant donné vos compétences, qu'est-ce que les étudiants sont aptes à faire et en référant à quelle connaissance? Et la même question au terme de la troisième année, et la même question au terme du programme. Ou bien, si vous voulez, on peut poser la question au terme de chacun des semestres. Et donc, cette trajectoire, c'est vraiment important. Et moi, j'avais toujours la réaction suivante en tête, c'est que si vous répondez à la trajectoire de développement en disant l'étudiant doit avoir réussi tous les cours qui sont dans le semestre, c'est une réponse nettement insatisfaisante. Parce que la réussite des cours ne parle pas d'un parcours. Elle parle de photos qu'on prend de temps en temps, puis qu'on peut déposer dans son album. Et ensuite, les gens ont développé ceci, là, délimiter des apprentissages critiques. Je dis deux mots là-dessus, puis en France, c'est comme, pour moi en tout cas, le meilleur endroit pour donner un exemple. L'apprentissage incontournable, ou l'apprentissage critique, ou des gens ont appelé ça l'apprentissage indispensable. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, ma réponse à des personnes en France, c'est de dire c'est quelque chose qui ne se compense pas. C'est pas possible. L'étudiant doit savoir ça. Et l'étudiant doit comprendre que ici, mon cher ami, tu n'es pas dans un truc où tu peux avoir 6 dans l'unité là et 18 dans l'autre, puis 18 plus 6 divisé par 2, ça va faire quelque chose où tu as réussi là. Ça, c'est un message incroyable à lancer à un étudiant. Donc, le message qu'on utilise ici, c'est si tu étais dans le domaine, je ne sais pas, de l'architecture, de l'ingénierie urbaine, mécanique, civile, industrielle, 100, c'est une obligation. L'ingénieur doit maîtriser cette connaissance-là, ou ce savoir, ou ce savoir-faire, ou ce savoir-être. Sinon, il va agir d'une manière non judicieuse. 100, pour les équipes, c'est très difficile à délimiter, parce que c'est comme leur demander, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre dans la périphérie ou dans la marge? Puis, qu'est-ce qui ne peut pas être dans la marge parce que c'est au cœur de... et franchement, les équipes ont fait ça, donc bravo. Et puis, la majorité des équipes ont défini les composantes essentielles. Ça, on n'est pas obligé de passer 2 minutes là-dessus, mais une composante essentielle, ça fait seulement dire à quelqu'un, ça c'est l'ADN de la compétence, ça explicite la complexité. Voilà. Alors, si on me disait à moi, quels sont les changements pédagogiques majeurs que vous observez dans les changements? Il y a ce que j'ai dit dans les 2 dias précédentes, mais en regardant les projets, puis en pensant au début, en 2014,
Puis plusieurs équipes ont été qu'une seule année. Moi, je dirais que les équipes ont relié le maximum d'unités d'enseignement aux compétences. Mais ça a peut-être l'air anodin pour vous. Je voudrais rendre ça moins anodin. C'est que quand on regarde maintenant dans la maquette pédagogique, la majorité, sinon la totalité des unités d'enseignement sont liées à des champs disciplinaires ou à des bases de connaissances, mis à part effectivement l'alternance et les projets. Mais la question qui est posée aux profs, et les équipes ont travaillé fortement là-dessus, dire, mais tout ce qui est en lien avec les compétences, là, parce que dans un référentiel de compétences, dans les équipes, on en trouve 5 compétences, 6, 4, 7, et voilà, on n'en trouve pas 54 ou 32. De sorte qu'à chaque semestre, chaque cours correspond à une compétence. Donc ça, on revient souvent sur la même. Alors ça, c'était un travail énorme. Et aussi créer des unités d'enseignement transdisciplinaires. Alors je pense que vous entendrez 2 personnes ou une personne vous dire, au lieu que tout le monde, tous les enseignants qui interviennent dans une unité d'enseignement partent chacun de son côté avec son petit plan de cours, on dit aux gens, l'unité d'enseignement va être inscrite, mais tous les apprentissages de l'unité d'enseignement seront inscrits dans un problème partagé par l'ensemble des enseignants. Et les enseignements mathématiques, résistance des matériaux ou autres, sont sur ce problème-là. Honnêtement, entre vous et moi, ça change énormément, ça a beaucoup d'impact sur l'étudiant qui apprend. Et ça a beaucoup d'exigences pour le prof ou les enseignants qui interviennent là-dessus. J'ai hâte d'écouter les présentations parce que j'ai entendu dans les projets, et moi je trouve que c'est absolument magnifique, quelqu'un qui a dit, je pourrais ou je vais demander aux enseignants qui interviennent dans une unité d'enseignement de faire une seule évaluation à l'étudiant, et l'évaluation sera au niveau de l'unité d'enseignement, et non pas de chacun de ces champs séparés. Mais là aussi, pour l'étudiant, ça a beaucoup de sens, parce que le regard qu'on lui permet de porter, c'est là-dessus. Là. Ces éléments qui sont reliés, mais penser aux enseignants eux-mêmes, c'est un travail énorme. Et puis, 2 minutes, voilà, c'est bon. Je vais terminer là-dessus. Je vais mettre la dia au complet, et comme ça me permet de faire de la régulation pour moi-même. Ça, c'est énorme. Disons, il y a une formation ici qui vont présenter cet avant-midi, durant la matinée. Puis une des compétences, je me souviens vaguement, là, mais c'est vous que je regarde, c'est la coopération des... Comment? Entre les parties prenantes. Oui. Comment ça commence? Ah non, j'ai pas posé la question. Mais disons, c'est développer la coopération entre les parties prenantes dans un projet. C'est exactement ça. Ah, merci. Alors, bon, vous voyez, ça c'est une de leurs 5 compétences pour L3, M1, M2. Donc, ils ont dû faire une trajectoire de développement. Et l'idée, L3, M1, M2. Et la maquette pédagogique, elle n'est pas organisée annuellement, mais elle est organisée semestriellement. Et la trajectoire de développement, elle est organisée annuellement. Mais la question qui est posée aux profs, c'est de dire, si vous ne faites qu'évaluer comme c'est maintenant, d'une manière semestrielle et avec les unités d'enseignement comme elles sont configurées, jamais l'étudiant va entendre parler de l'évolution de sa compétence. Parce que la maquette, elle n'est pas faite dans la logique de compétence. Et donc, la question qui est posée, c'est annuellement, comment allez-vous faire pour que l'étudiant reçoive une appréciation de ses apprentissages? Pour le dire autrement, une évaluation qui lui dit, pour la compétence construire la coopération, construire la coopération dans les parties prenantes, voici comment vous avez évolué.
et pour les 4 autres compétences également. Alors ça, c'est une énorme question pour chacune des équipes et je trouve qu'il y a des réponses vraiment extrêmement pertinentes et intéressantes dans les équipes. Et je vais rapidement dire, on essaie, j'aimerais ça que vous écoutiez les présentations des gens tout à l'heure, on essaie de passer d'une évaluation, disons l'évaluation c'est documenter et argumenter ses apprentissages. Et ce qu'on essaie de faire, c'est, si on est à ce bout-ci du continuum, discipline objectif, c'est un prof qui fait des efforts énormes pour construire des tests permettant à ses étudiants de me fournir des preuves de l'apprentissage. Dans les compétences, on essaie, il y a des projets qui arrivent passablement bien, de dire à l'étudiant, c'est toi qui apprends, c'est donc toi qui vas me fournir des preuves de l'apprentissage. Et moi, comme enseignant, je vais analyser ton auto-évaluation et porter, à côté de toi, un jugement, une appréciation sur ce qui a été appris. Alors, parce qu'il y a des mots dans ça qui ont l'air légers, mais qui ne le sont pas du tout. Je dirais donc, quand vous allez voir les projets, le développement, c'est le plus souvent possible, les enseignants délèguent à l'étudiant la responsabilité. C'est lui qui doit documenter la progression et argumenter la progression. Donc, il y aura une auto-évaluation. Et puis, j'allais dire à Hélène que j'ai fait... Voilà, ici, travailler sur les apprentissages indispensables comme je les ai définis avant. Alors, c'est un peu rapide, mais j'avais en tête au moins 2 grandes intentions. Une première aurait été, et toujours, de vous dire c'est quoi la base ou la conception d'apprentissage que j'ai dans la tête pour accompagner ces équipes-là ou accepter de les accompagner dans une approche par compétence et ouvrir la porte sur les grands domaines où il y a eu des changements, mais c'est le sens que vous allez trouver à ça, c'est ce que les équipes vont vous raconter après. Je te remercie, Jacques. Oui. C'est une question de clarification, je Oui. veux dire. C'est parce que à un moment, tu as dit on peut faire une évaluation par semestre ou par année de l'endroit où est arrivé l'étudiant sur la trajectoire de développement. Et cependant, je crois que c'était là, quand on demande aux enseignants d'intégrer les évaluations à plusieurs reprises dans la formation, ça peut se faire de manière semestrielle aussi. Mais ça doit toujours être en lien avec la compétence visée, c'est ça? Oui, ça devrait, si on peut le faire toujours, oui, mais on voit bien qu'il y a une petite rupture, une grande rupture logique entre la majorité des... Je fais trop attention. Toutes les maquettes que j'ai vues, en commençant, m'ont fait penser qu'on était dans une logique discipline ou objectif, puis qu'on allait plus vers les compétences, et donc, quelque part, il doit y avoir une rupture dans... Il va y avoir une rupture, mais ce que vous expliquez là, enfin, la manière dont je comprends, c'est vrai que j'ai dit, la trajectoire de développement nous obligerait à faire une évaluation annuelle qui porte sur la compétence, en prenant l'exemple de MIPI, mythique, L3, ME, M2, mais la structure dans laquelle vous vivez vous oblige à faire des évaluations semestrielles. Et bon, il y a des gens, j'ai hâte, il y a des gens que je vais entendre parce que je ne les ai pas vus depuis longtemps, mais il y avait quelqu'un qui avait dans la tête l'idée de donner à ces unités d'enseignement le nom d'une compétence. Et donc, c'était une réponse à moi pour me dire, ben là, calmez-vous, parce qu'il y a des évaluations qui portent sur les compétences. Dans ce cas-là, je serais apaisé. Je dirais, ben voilà, mais ma crainte, et on a beaucoup travaillé dans ça, c'est que des équipes définissent un référentiel de compétences avec tout ce que ça implique. Et au terme de la formation, quand on demande à l'étudiante, est-ce que vous avez déjà eu des évaluations sur vos compétences? Elle dit non.
Alors, on pourrait lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Mais elle a dit, ben, j'ai réussi tous mes cours. Mais ces cours ne parlent pas vraiment des compétences. Donc, c'est là où moi, je n'aurais pas de problème avec... ben, Christelle va nous montrer des principes de réalité. Moi, je n'aurais pas de problème avec le fait qu'on définisse des niveaux de développement de la compétence semestriellement. Mais je refuserais d'être l'accompagnateur de ça parce que imaginez-vous que vous avez une compétence qui serait construire la coopération entre les parties prenantes et au lieu de la définir sur 3 niveaux de développement, L3, M1, M2, vous la définissez sur 6, c'est déjà compliqué sur 3. Et mais là, on voit que, bon, il y a des adaptations qu'on doit faire. Mais j'ai répondu tout ça en ayant un petit doute sur est-ce que j'avais bien compris votre question. Je suis le prof qui répond à son objectif personnel. Mais c'était... C'était ça, effectivement, de voir si on pouvait le faire semestriellement. Et même, enfin, l'idée, c'est éventuellement, si ben, on se dit il y a 6 semestres, peut-être on évalue la compétence en fait que 3 fois, mais pas forcément en fin d'année, on l'évalue au semestre 1, au semestre 3 et au semestre 5. Absolument, vous avez tout à fait raison. Vous avez compris ce qu'elle a dit. Là, moi, j'ai fait le terme de L3, M1, M2, mais ça peut être semestre X, oui, il n'y a pas de problème. Et ça peut varier selon les compétences. C'est pas... Vous allez voir, quand les équipes vont présenter, elles vont parler, j'imagine, de quelles sont leurs compétences. Et donc, ça peut être de géométrie variable le moment où... Ça va? Merci. Monsieur? Oui, au niveau de... Parce qu'ensuite, il faut mettre en pratique, et en particulier au niveau de la structuration de la formation. Parce qu'on nous dit, par exemple, Boulogne nous dit qu'il faut travailler en UE ou en module. Ouais. Le module doit être semestriel. Ouais. En plus, on a aussi des échanges semestriels. On a aussi des établissements avec des rentrées semestrielles. Il n'y en a pas tellement en France, mais il y en a beaucoup à l'étranger, il y en a de plus en plus en France. Ouais. Après, on nous dit que les UE, elles doivent se rattacher à des compétences, qu'elles sont capitalisables mais non compensables. Elles sont toutes non compensables. Alors, comment allier tout ça, quoi, ce côté intégration et ce côté saucissonnage un peu, et puis découpage qui peuvent entraîner aussi des cloisonnements. Ouais. C'est une question cruciale. Dans votre question cruciale, on dirait qu'il y a 5 morceaux qui sont aussi cruciaux les uns que les autres. Je réponds à ça comme un étranger, puis pour moi c'est un peu étonnant, mais ça existe au Québec, au Canada de la même manière. Mais après, je réponds comme quelqu'un qui se préoccupe de l'apprentissage. Alors, si cette structure doit exister, ben elle existe. Puis vous avez Erasmus et les échanges et tout. Moi, je dirais, ce qui est vraiment très, très important pour les étudiants, c'est de dire 2 questions, le plus que 2 questions, mais je vous demandais à 2. C'est 4 unités d'enseignement qui composent mon premier semestre. Qu'est-ce que ça fait ensemble, ça? Qui a déterminé quelle est la complémentarité de ça? Donc, c'est pas grave de travailler par module, dans la mesure où l'étudiant comprend que les liens entre ces modules ont une complémentarité que les profs peuvent expliciter. Et puis, l'étudiant pourrait aussi dire il y a des choses étranges parce que je ne vois pas moi j'ai parlé là de la complémentarité des activités de formation dans un même semestre. La question de l'étudiant aussi, c'est la continuité. Pourquoi est-ce qu'il se passe quelque chose maintenant au 3e semestre, étant donné ce qui s'est passé au premier? Et donc, si moi, comme étudiant, connaissant ce que je connais comme adulte, étudiant c'est un adulte aussi, mais comme une personne d'un certain âge, pour le dire comme ça, je me poserais ces questions-là. Quelle est la complémentarité? Quelle est la continuité? Et dans les équipes, approche compétences, moi, j'ai toujours posé la question, quel est le fil rouge?
l'étudiant doit voir le parcours, parce qu'on a tracé pour lui quelque chose. Donc, pour revenir à votre question, je dirais la modularisation, voilà, un truc comme ça. Ce n'est pas aidant pour les compétences, vraiment. Et ce qui n'aide pas non plus, c'est que les profs, les enseignants ont, certains en tout cas, un attachement affectif très fort sur la liberté académique. Voilà. Et dès qu'on parle de collégialité et tout, dans certains groupes, ça a moins d'écho. Mais c'est pas invivable. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on procède à l'accompagnement des équipes et qu'on travaille avec les équipes, on essaie au maximum de sortir de l'existant pour essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à la formation, pour revenir à l'essentiel de la formation et à l'objectif de professionnalisation qui est visé. Et c'est vrai que ça passe par de nombreuses réflexions et d'échanges, et je pense que les équipes pourront témoigner aussi en ce sens-là. Ce qui fait qu'après, on revient sur l'existant pour voir l'articulation des unités d'enseignement, et on voit comment est-ce qu'on peut surinvestir les stages, les ateliers, les projets, pour redonner du sens à la formation. Mais c'est un travail vraiment continu avec les équipes. Mais finalement, quand on arrive à la fin de l'accompagnement, on arrive à avoir un référentiel compétences, à capitaliser sur ce qui se fait au sein de la formation dans une logique compétence. Même si certaines unités d'enseignement demeurent, mais qu'on tend progressivement à les intégrer dans la formation par compétence. Je dirais, je remets une dia, mais dans la continuité de ce que Hélène vient de mentionner, il y a toujours l'idée, placez votre curseur quelque part ici. Moi, ce que j'ai beaucoup entendu, même peut-être c'est ce que vous entendrez dans les projets qui vont être présentés, j'ai beaucoup entendu, cette histoire, cette logique de compétence, assez facilement, je pourrais la faire vivre dans l'alternance, dans les projets, dans des ateliers. Mais, donc, dans ces endroits-là, ces lieux-là, je pourrais pousser mon curseur assez loin dans l'idée d'intégration et parler compétences. Mais au niveau des unités d'enseignement qui composent le semestre de la vie de l'étudiant dans l'établissement, on peut faire quelques pas, mais c'est variable avec les équipes aussi, là. Merci beaucoup, Jacques.